brightest day. I'm determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Bien le bonjour les Inxeos et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Wonder Woman Legendary, un titre scénarisé et dessiné par Reina Edellies. C'est sorti dans la collection Urban Link en 2020, donc c'est pas tout frais. Et alors attention, la collection Urban Link à la base ne s'adresse pas du tout à des gens de mon profil. Voilà, on est plutôt sur des récits calibrés pour la jeunesse, notamment un public féminin en général. D'ailleurs, les principales égéries dont on va raconter les histoires dans ces récits-là sont principalement féminines. Harley Quinn, Catwoman, Raven, etc. Donc voilà. Donc l'idée, j'imagine que c'est d'essayer de démocratiser les personnages d'ici auprès d'un public qui de base ne serait pas allé sur des comics. Donc c'est plutôt une bonne initiative dans l'ensemble, avec des récits qui, ma foi, sont relativement de qualité. En tout cas, dans ce que j'ai pu lire. Et donc, sachant pertinemment que ce n'est pas une collection qui est calibrée pour des gens comme moi, que ces récits ne sont pas façonnés pour des darons de 36 balais, il y a beaucoup d'aspects que je ne critiquerai pas. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le côté un peu nunuche, girly, avec des histoires d'amour à l'eau de rose, c'est des romances un peu débilos, quoi. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Il y a vraiment un côté très ingénu, un peu naïf, qui se dégage des Urban Link, mais voilà, ça fait partie de l'ADN de cette collection. Donc on ne va pas critiquer ça, ce serait stupide. Cela dit, j'ai un certain affect avec cette collection. C'est déjà le 3e récit que je lis. J'en ai un 4e en attente d'ailleurs sur Raven. J'avais commencé par Catwoman et par Supergirl. Et à chaque fois, j'y reviens parce que je trouve que ce sont des histoires, quand même, dans l'ensemble, de qualité, quoi. Assez agréable à lire. L'histoire sur Catwoman, donc Under the Moon, était assez touchante, plutôt bien ficelée, malgré quelques stéréotypes un peu dérangeants. Mais pourquoi pas? Je rappelle que je ne suis pas le public visé, donc je ne conçois pas les choses de la même manière, j'imagine, qu'une gamine de 12 ans. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien foutu. Et Supergirl, j'avais trouvé ça génial. Voilà. Le Being Supergirl, j'avais trouvé ça très très cool. D'ailleurs, je le conseille. Alors généralement, qu'on se le dise, il faut vraiment être fan des personnages à la base. Voilà. Si t'aimes pas Wonder Woman plus que ça, ne va pas sur Legendary. Si Catwoman, c'est un personnage que t'aimes bien mais sans plus, ne va pas sur Under the Moon. Voilà. C'est vraiment pour les gens qui sont passionnés ou vraiment fortement intéressés par les personnages en question. À part Supergirl, qui pour le coup est tellement réussi que qui peut plaire à tout le monde, j'imagine. Et donc évidemment, il fallait que je me procure Wonder Woman Legendary parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et vous le savez. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le plus gros que j'ai lu. Celui-ci fait 296 pages, donc c'est clairement l'histoire la plus conséquente que j'ai pu lire dans l'Urban Link. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? L'origine story du personnage. Voilà. Et en cela, elle est extrêmement classique. Donc en fait, l'itinéraire, on le connaît. Voilà, on a identifié la ligne de départ et la ligne d'arrivée. On sait parfaitement où on va et d'où on vient. C'est juste qu'entre chaque événement marqueur en fait de la vie du personnage, Reina Edellies, elle va se permettre quelques petites flâneries. Voilà, elle va couper à travers champs, elle va traverser les bois, elle va cueillir des champignons, des pâquerettes. Ce que je veux dire par là, c'est que elle va se permettre des petits développements sur des éléments nouveaux pour le coup. Et qu'on n'avait pas forcément vu venir, et du coup c'est parfaitement appréciable parce que même quand tu connais très bien le personnage comme c'est mon cas, il y a quand même une nouvelle énergie en fait qui se dégage de ce bouquin, je trouve. Alors je parlais de Deuxième Guerre mondiale puisque l'histoire se passe en 1944. On va dire que le récit est découpé en 2 parties en fait. Donc la première partie, c'est sur Themyscira. Et pour le coup, c'est une vraie origin story. Là, on ne vous trompe pas sur la marchandise, quoi. C'est-à-dire qu'on voit le personnage naître. Alors pour le coup, c'est en flashback, mais on assiste quand même à sa naissance. Et puis on va la voir évoluer, la petite, hein. Voilà, de son plus jeune âge jusqu'à, on va dire, sa vie de jeune adulte. Voilà, fin d'adolescence et vie de jeune adulte. Et là, très clairement, c'est ce que je reprochais un petit peu à la Wonder Woman de Grant Morrison sur Earth One. C'est que là, pour le coup, on va la voir manier l'épée auprès de Philippus, qui ici s'appelle Alcib, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais Philippus, elle est facile à reconnaître, parce que c'est la seule Amazon Black, en fait. Et là, pour le coup, ça va être sa mentor, sa mentrice, pas comment on dit, celle qui va lui apprendre à se battre, tout simplement. Et ça, je trouve ça très, très cool d'avoir vraiment une vraie évolution. En fait, la période couverte concernant la vie de Wonder Woman, elle est suffisamment longue
pour permettre une vraie évolution intéressante, quoi. De son plus jeune âge jusqu'à ce qu'elle devienne officiellement Wonder Woman et ça, c'est très cool parce que c'est tout ce que j'aime, moi. Vous savez, l'ascension du héros, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher et en cela, j'ai pas été déçu pour le coup. Donc toute la partie à Themyscira est relativement longue, pour le coup, mais pas trop, en fait. Je veux dire, il y a par moments quelques petits problèmes de rythme, avec des choses qui vont prendre trop de temps et qui sont pas forcément, très, très excitantes, on va dire et toutes les scènes d'action, les scènes qui devraient être un petit peu intenses, bah, malheureusement sont bâclées. Ça va beaucoup trop vite. Tu vois, par exemple, les Olympiades là, c'est résumé en 3 4 pages. Donc malheureusement, ouais, les scènes d'action sont peut-être pas forcément les plus mémorables et c'est dommage. Ne vous y trompez pas, on est sur du Urban Link. Ce côté un peu foufou, girl power et cetera revient, mais on n'est jamais dans l'insulte faite aux hommes, en fait et ça, c'est très cool. On n'est pas dans cette espèce de caricature de Grant Morrison là sur Wonder Woman Terre 1 où tous les hommes étaient de parfaits salopards, des terroristes, des chefs de guerre, des diplomates, corrompus, ce genre de choses. Là, pour le coup, il y a pas beaucoup d'hommes, mais au moins on n'en dépeint pas un portrait négatif, très clairement, voilà et ça m'a plu parce que c'est vrai que vu le public visé, on aurait pu tomber dans ce délire un peu, comment dire? Un peu d'actualité, bah, d'ultra féminiser le discours, tu vois? D'ultra féminiser le propos et c'est pas du tout ce que fait Rihanna et Delise. Elle tombe pas dans le piège et franchement ça, c'est plus qu'appréciable. Cette Diana, elle est dès son plus jeune âge motivée par, bah, par la volonté de défendre ses sœurs, en fait, de défendre son propre peuple, quoi. C'est une gamine, elle doit avoir à peu près 6 7 ans, en tout cas, elle est très jeune au début de l'œuvre et vraiment tu sens que déjà elle a pas froid aux yeux, qu'il y a une âme de guerrière en elle et ça, j'ai beaucoup apprécié. Elle est déjà pleine de valeurs cette petite et ça s'explique notamment par, bah, évidemment l'éducation qu'elle reçoit d'Hippolyte, sa mère, hein, qui est la reine des Amazones. Sa mère qui voulait à tout prix avoir un enfant et ça lui a valu de presque trahir ses sœurs à un moment donné, enfin je vais pas trop vous en raconter, mais en cela aussi, il y a une petite revisite de Themyscira, en fait, de tout le lore de Themyscira, d'Hippolyte et cetera qui est assez subtil et plutôt bien foutu et j'ai trouvé que la relation entre Diana et Hippolyte était très touchante. En fait, c'est ça la grande force du Urban Link, c'est vraiment de proposer des relations humaines qui sont toujours palpables, hyper réalistes, enfin il y a quelque chose de ouais, de touchant, d'émouvant, tu vois? Et là, c'est le cas entre Diana et sa chère mère Hippolyte et franchement, je me rappelle pas avoir lu une autre histoire, de Wonder Woman dans laquelle on développe aussi bien leur relation entre les 2. Je dis peut-être une énorme connerie, mais là, je sais pas, ça m'a marqué, quoi. Il y a un autre piège il y a un autre piège qu'évite parfaitement l'autrice Rihanna Edelise et je l'en remercie, c'est la putain de romance à l'eau de rose entre Steve Trevor et Diana Prince qui ici n'a pas vraiment lieu et ça, c'est très cool. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un coup de foudre, à droite à gauche, on sait pas, d'un côté ou de l'autre, peut-être des 2. Cela dit, c'est traité avec beaucoup de pudeur et on sait jamais vraiment ce qu'il en est, en fait. On sait jamais si vraiment s'ils sont en couple ou pas, enfin voilà, c'est traité avec beaucoup de retenue et ça, c'est fort appréciable. On tombe pas dans les clichés habituels de Steve Trevor qui tourne autour de Diana comme un chien autour d'un os. Il y a pas ce côté-là ultra malaisant, je trouve, et ça, c'est plutôt sympa. Parce que du coup, ça redonne un petit peu de charisme à Steve Trevor, en fait. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que par elle, quoi, voilà. Ça devient pas d'un coup d'un seul, le seul objectif dans sa vie à ce mec. L'ambiance années 40 est parfaitement retranscrite aussi, je trouve. On a toute cette scène où Etta Candy, donc la nouvelle meilleure amie de Diana, eh ben, elle l'emmène au cinéma pour lui faire découvrir un peu ce nouveau monde qui s'offre à Diana, parce que là, elle sort de son île, si tu veux, à part des chevaux, des épées et puis des boucliers rouillés, bon, elle a pas vu grand-chose. Et donc là, elle arrive dans le monde des hommes et le cinéma, les pop-corn, tout le bordel, voilà. Mais il y a pas ce côté ultra relou de la meuf qui va s'émerveiller devant tout et n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est traité avec beaucoup plus de subtilité et tant mieux, parce que ça, c'est un truc qui me gonfle à chaque origin story de Wonder Woman, de la voir redécouvrir le truc. Elle va s'émerveiller en bouffant sa glace après. Voilà, ça, c'est un truc qui me gonfle. Là, pour le coup, alors de temps en temps, on te rappelle qu'elle est pas forcément à sa place et il y a des petites situations un peu, bah, qui prêtent à sourire, voilà. Là, par exemple, quand le film commence, elle se lève et elle, pense qu'elle est attaquée, donc elle renverse son popcorn. Enfin voilà, il y a toujours ce genre de petites séquences mais on n'en fait pas des caisses et croyez-moi que ça fait plaisir.
Et donc ouais, je parlais de l'ambiance années 40, regardez dans le style vestimentaire des personnages et c'est parfaitement respecté, je trouve. Bref, scénaristiquement parlant, je trouve que René Delis s'en sort parfaitement bien. L'équilibre est maintenu de bout en bout. On nous prend jamais complètement pour des débiles et de l'autre, elle nous livre à aucun moment quelque chose de beaucoup trop complexe ou de beaucoup trop sophistiqué ou alambiqué. L'idée, je le rappelle à la base, c'est quand même de calibrer ses aventures pour, une certaine catégorie de lecteurs et de lectrices, je dirais même et surtout pour une génération qui aime que les choses aillent vite. Là, malgré ça, elle prend quand même le temps de développer ses personnages, notamment son personnage principal, de développer certaines situations, ce qui va provoquer quelques petits problèmes de rythme. Parce que tu as des situations qui traînent peut-être un peu trop en longueur et pendant lesquelles il ne se passe pas grand-chose d'exceptionnel. Et de l'autre, les scènes d'action, ou en tout cas les scènes qui mériteraient un petit peu de dynamisme, elles vont beaucoup trop vite, ce qui est paradoxal. Mais une scène d'action, pour qu'elle gagne en intensité, il faut qu'elle traîne un peu, tu vois. Voilà, une scène de combat, si c'est réglé en 3 coups de poing, bah, il y a pas de combat, en fait, donc on perd en intensité et c'est un petit peu le problème que j'ai avec Wonder Woman Legendary. Vraiment, pour le coup, c'est peut-être un peu trop féminin pour le coup, tu vois? Ça manque un peu de burn, bordel, ça manque un peu de cassage de gueule en bonne et due forme. Mais cela dit, il y a quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par l'autrice tout au long du bouquin, c'est l'évolution de Diana. Moi, vraiment, j'ai été, bluffé par sa manière de ouais, de faire évoluer Diana de bout en bout, quoi, de sa plus tendre enfance jusqu'à la faire devenir, bah, le personnage qu'on aime tous. Vous l'aimez quand même? Si, si. Wonder Woman, quoi, regardez-moi ça. Putain, ça envoie ça. Hop et bam! La Wonder Woman de William Moulton Marston du Golden Age. C'est excellent. La Wonder Woman de 1941. Je trouve ça tellement stylé. Donc ouais, non, pour le coup, moi, elle m'a bluffé. Il y a, cela dit, un défaut qui n'est pas des moindres, c'est la partie visuelle. C'est la partie visuelle. Bah déjà, je trouve que les visages se ressemblent tous. On va prendre cette page, par exemple. Je trouve que les visages, notamment les visages féminins, sont... En fait, tous les visages ne sont pas suffisamment travaillés, ne sont pas suffisamment creusés. Il y a un côté ultra lisse, ultra superficiel qui fait que ben, il y a beaucoup de visages qui se ressemblent. Et du coup, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. La colorisation agressive, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a des couchers de soleil par moments qui sont violets, ça envoie, tu vois. Là, donc une colorisation qui est peut-être un peu trop appuyée, un peu trop flashy. Bah, c'est-à-dire que là, l'horreur de la guerre, tu la ressens pas, quoi. Il y a du violet, du vert, du jaune. Mais vraiment, le principal défaut dans le visuel, bah, c'est le manque d'ambition, quoi. Je suis désolé. C'est le manque d'ambition dans le sens où on est sur une aventure de Wonder Woman, notamment une origin story Wonder Woman. Qui dit origin story Wonder Woman dit voyage. La meuf, elle naît sur une île en plein milieu de la Méditerranée, elle voyage, elle traverse l'océan Atlantique pour aller aux États-Unis, elle retraverse l'océan Atlantique dans l'autre sens pour aller sur les champs de bataille européens. Voyage, bordel, qui dit voyage dit contemplation, double page, pleine page, bref, livre-moi un récit carte postale, bordel. Ici, il n'en est rien, malheureusement. Le seul visuel qui a un peu de gueule sur Themyscira, je vais vous le montrer, et franchement, ça va pas chercher midi à 14h. Voilà, là, t'es censé avoir un paysage qui envoie du lourd quand même. T'as un géant qui est dans la flotte, t'as des créatures ailées dans le ciel, t'as une biche dorée. Enfin, je veux dire, c'est Themyscira, quoi. C'est l'île du paradis. Et là, c'est le seul visuel un peu paradisiaque, un peu féerique, et c'est même pas en pleine page. Ce n'est même pas en pleine page. C'est vraiment dommage, il y a un côté vraiment où tout est écrasé en fait. Il y a une double page dans ce bouquin, et c'est pas pour Themyscira, c'est pas pour les champs de bataille, pour des contextes qui auraient un peu de gueule, tu vois. Non, c'est pour la féerie d'ensemble des sirènes. Le bal de fin d'année à l'université de Boston. Oui, parce qu'en fait, on est à Boston. Et ça, c'est très cool parce que bah, Boston, c'est la ville qu'avait choisi Georges Pérez pour sa Wonder Woman, donc petit hommage. Et donc voilà, la seule double page du bouquin, c'est pour le bal à Boston, le bal de fin d'année. Pas pour Themyscira, pas pour les champs de bataille, rien. C'est tellement dommage. Tout est contenu, pas de place pour la contemplation en fait. Et sur un personnage comme Harley Quinn, je m'en taperais un petit peu le cul, tu vois. Mais là, c'est pas le cas, c'est Wonder Woman, bordel. C'est un des membres de la Justice League, c'est un personnage divin, quoi. Faut en mettre plein la gueule.
Tu vois, les scènes d'action, là, je trouve que c'est vachement contenu, quoi. Dans des petites cases. Là, il y a Wonder Woman qui est face à un tsunami. Bah, c'est une toute petite case. Et là, tu vois, alors celle-là, elle me fait mal au cœur parce que c'est la première fois où Diana, elle enfile son costume, donc c'est censé être héroïque. Ça arrive au bout de 200 pages. Hein. Alors ça, pour le coup, c'est très cool. J'aime bien, moi, dans les origin story, quand on laisse traîner un petit peu en longueur. Vous savez, le moment où le personnage va enfin devenir officiellement le super-héros. Toi, t'attends ça avec la bave au coin des lèvres. C'est vraiment le moment que t'attends le plus, quoi. Et j'aime bien quand on me fait traîner un peu en longueur, comme dans Batman Begins, par exemple, où finalement Batman, il intervient en tant que Batman qu'à partir de 3/4 d'heure, voire 1 heure. J'aime bien, tu vois, quand ça prend un peu son temps. Et là, c'est exactement ce qui se passe. L'idée de mise en scène était hyper cool. Je vais vous la montrer. Hein. Donc, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, foutez le camp tout de suite. L'idée de mise en scène pour cette première apparition de Wonder Woman dans son costume était hyper cool. Une fois de plus, manque d'ambition dans la réal. Voilà, c'est pas une double page. Le fait que Diana soit de dos, qu'elle soit coupée au niveau du visage, au niveau de la jupe, c'est-à-dire qu'on la voit pas dans son entièreté, mais qu'on a tous les principaux éléments de sa tenue, quoi. La jupe étoilée, le lasso, le corset, bref, on reconnaît parfaitement Diana, elle est de dos, elle est dans la pénombre, je trouve, et le lasso qui est vachement brillant, je trouve que l'idée était hyper stylée. En termes d'iconisation, franchement, ça envoyait du lourd. Devant la fenêtre, tu sais, la fenêtre qui est ouverte, elle est prête à sauter, prête à s'envoler par la fenêtre. Donc l'idée, elle était vraiment stylée. Malheureusement, ben, c'est pas une pleine page, quoi. Et le trait de Reina Edelise, c'est du full numérique, hein. Bah, je sais pas, qui est pas suffisamment précis, pas suffisamment fin pour mettre vraiment ça en valeur. C'est dommage, parce qu'une fois de plus, l'idée, je la trouvais magistrale. Imaginez ça, vraiment travailler à fond, voilà. La même idée de mise en scène, en fait, avec Diana de dos, la fenêtre qui est ouverte, et Candy qui est ici, vraiment, mais dessiné par un autre dessinateur, par un Fabok, par exemple. Imaginez comment ça pourrait envoyer du lourd. Là, par exemple, elle arrive à Boston. Pareil, la mise en scène, je la trouve assez sympathique. Parce qu'en fait, on t'indique que c'est Boston de par le nom qui est gravé sur la bouée. Tu vois, plutôt que de te mettre un encadré avec marqué Boston, Massachusetts, et ben là, en fait, on te l'indique de par la bouée. Donc l'idée est sympathique. Mais une fois de plus, Diana qui arrive comme une naufragée là, sur son rondin de bois, devant l'immensité de la ville des hommes, un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Elle débarque de son île. Là, elle arrive dans l'inconnu le plus total. Ça devrait être presque agressif pour elle. Ça devrait presque lui faire peur. Et de ce fait, les bâtiments, ils devraient monter jusque-là, tu vois. On devrait avoir une pleine page là-dessus avec une toute petite Diana en bas et des bâtiments immenses, quoi. Que ça envoie du lourd. Et bien, une fois de plus, c'est contenu dans une toute petite case. Voilà. Enfin, toute petite. Elle n'est pas toute petite, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à la hauteur de ce que c'est censé représenter. C'est toujours un peu feignant, en fait, je trouve, le trait de René Delise. À vouloir trop épurer les choses, et ben, je trouve qu'on tombe dans la paresse, en fait. Il y a une petite référence ici à l'avion invisible que j'ai trouvé très pertinente, assez rigolote pour le coup. C'est un petit gag qui intervient sur le final, je ne vais pas vous révéler ce qu'il en est. Mais voilà, il y a un petit gag qui est fait au niveau de l'avion invisible. Pour le coup, j'ai trouvé ça assez marrant, sans que ça vienne casser les enjeux dans le final, justement. Qui est assez épique pour le coup. Malheureusement, on ne s'en rend pas spécialement compte parce que l'action est trop contenue, comme j'expliquais, et voilà, pas de place pour le grandiose dans ce Wonder Woman Legendary. Cela dit, vraiment, si vous aimez le personnage, moi je vous le recommande. Troisième bouquin Urban Link, pour moi, et troisième belle surprise. Alors attention, on n'est pas sur des histoires transcendantes, sur des aventures révolutionnaires, sur des bouquins dont je me souviendrai dans 25-30 ans, comme un Dark Knight Returns ou un Kingdom Come. On est d'accord, on n'est pas du tout sur le même genre de délire. Mais ça fait du bien de temps en temps une petite parenthèse comme ça. Tu sais que tu n'attendais pas et hop, je trouve ça génial en fait. Donc ouais. Bel hommage à la Wonder Woman du Golden Age. Bel hommage au personnage en général. C'est beaucoup mieux écrit que le film. Alors pourquoi je prends comme élément de comparaison le film? Parce que très clairement, Steve Trevor, les années 40, alors pour le coup, dans le film, c'est la première guerre mondiale, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est le parcours est le même, parcours initiatique, puis le parcours, en fait, l'évolution du personnage est clairement la même, mais beaucoup mieux racontée ici par René Delvis, quoi. Petit bémol sur le super vilain, qui manque peut-être un petit peu de charisme, mais ceci est explicable par le scénario, donc ça va. Je ne serais pas complètement médisant à ce niveau-là.
Voilà, donc le prochain, ça sera Raven et ben, j'ai très hâte parce qu'à chaque fois, Urban Link, moi, il me comble le bonheur. Voilà. Allez, ciao les zincs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, c'est le principal.